direct. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Merci David Temu pour venir parler de cette traduction de Lovecraft qui est parue aux éditions Nemos. Une traduction qui a été un peu particulière parce que c'est parti sur une idée avec un financement participatif qui avait été lancé en 2018, je crois, sur Ulule, qui a extrêmement bien marché. Quelque chose d'assez énorme en termes de financement participatif quand même. On a quelque chose de très très joli pour les gens qui ont participé au niveau des volumes et tout ça. Et qui donc a été prête pour les gens qui ont participé au financement en août 2021. À l'automne 2021 et qui commence à arriver en librairie. Pour le moment, on a les 2 premiers tomes. On a regardé, le 3e tome sortira le 20 mai. Voilà, donc les 2 premiers tomes, on va avoir donc tout ce qui va être les contrées du rêve et puis les montagnes hallucinées. Je les ai inversées au niveau des Les montagnes hallucinées et autres récits d'exploration, parce que c'est pas seulement les montagnes. Non, il y a aussi tout ce qui est Cthulhu et bestioles comme ça. Déjà, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet qu'il y a eu au départ de tout retraduire et de ce financement et de tous ces jolis thèmes? Il faut distinguer tout retraduire et le financement parce que ce sont 2 choses différentes. Je pense que tout retraduire, ça commence en 2010. En gros, ça suit de peu l'entrée de Lovecraft dans le domaine, dans le domaine public, c'est-à-dire que Lovecraft meurt en 1937, la propriété littéraire artistique 70 ans jusqu'à la mort de l'auteur, donc c'est 2007, et là on se dit on sait qu'il faut le faire. Quand je dis on, c'est les fans de Lovecraft, voilà, on tourne autour depuis des années, et j'entreprends donc en 2010 de retraduire une première partie des œuvres de Lovecraft, donc essentiellement ce qui a trait au contrées du rêve avec Nemos. Donc là je reprends Kadat, La Travers de la clé d'argent, la plupart des nouvelles qui se passent dans les contrées du rêve, qui sont assez particulières, très belles, très poétiques. On mesure aussi tout le travail qui reste à faire, et aussi ce qui est très intéressant, c'est je dirais, on retraduit pour plein de raisons, mais on retraduit aussi pour des questions, j'allais dire, scientifiques, parce que beaucoup de chercheurs français se sont attachés aux anciennes traductions pour échafauder toutes sortes de théories littéraires sur Lovecraft. Le problème, c'est que leurs théories partent de traductions approximatives et elles ne sont pas bonnes. Donc on a tout un boulot à inventer, en fait, que ce soit en termes de critique littéraire, de traduction à offrir aux lecteurs, etc. Donc ça commence en 2010, et il est bien évident que dès 2010, quand je commence ce travail, c'est pas un livre, parce que de toute façon, moi je ne lis pas des livres, je lis des œuvres. Ce qui m'intéresse, c'est les auteurs, et c'est les œuvres, ça a toujours été le cas. Car je ne lis pas le Père Goriot, je lis Balzac. Je ne lis pas, je sais pas, Madame Bovary, je vais lire Flaubert. Voilà, c'est une œuvre, un auteur, c'est ça qui m'intéresse. Et avec Lovecraft, évidemment, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on commence par un livre, on n'a pas le choix. Mais quand je commence à retraduire les contrées du rêve, il est évident, alors je ne sais même plus si ça avait été formulé ou pas, mais je crois qu'en fait, si ça n'a pas été formulé, c'est qu'il n'y avait pas besoin de le faire. J'allais retraduire tout, parce que j'ai entrepris cette traduction en 2010, avec ça en tête, c'est-à-dire, je retraduis le tout par le tout, et je me permets, je dis bien je me permets, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Il y a d'autres projets qu'on m'a proposés que j'ai refusés parce que c'était pas pour moi, quoi. Mais pour Lovecraft, je dirais, bon, je me semblais, voilà, j'avais lu tout plusieurs fois, alors en français essentiellement, je m'étais intéressé aussi à lui, à sa vie, etc. J'avais joué aussi au jeu de rôle comme beaucoup de lecteurs, et je pouvais donc appréhender son œuvre avec d'autres angles que simplement ceux des contrées du rêve. Donc voilà, c'était évident que ça allait prendre du temps, je savais que j'allais vieillir et mourir avec Lovecraft. Ben oui, c'est une œuvre monumentale et puis difficile à traduire et à lire aussi, et aussi à appréhender. Donc en 2010, je fais ce premier volume. C'est plutôt bien reçu. Et à l'époque, il y a 2 anecdotes que je trouve intéressantes, ou 3, enfin. La première, c'est que le jour où on me propose de retraduire les contrées du rêve, c'est un samedi. Et pour moi, c'est évident. Enfin, je vais faire ça, je le sais. Ça s'emboîte. Et la nuit même du jour où on m'a fait cette proposition, je rêve de la préface des contrées du rêve. Non mais c'est quand même génial quand vous êtes auteur, c'est toujours un peu fatigant d'écrire. Quand le truc est préécrit, il faut vous réveiller. Là, j'ai écrit ça en rêve, c'est formidable. En plus, c'était bien. Et alors, j'ai oublié évidemment
quasi-totalité de la préface, mais je me souvenais par cœur de la première phrase. Et je rêve de la première phrase, et je m'en souviens à mon réveil le dimanche, et c'est, je pourrais vous la lire, je vous la cite de mémoire, et puis après vous vérifierez, et puis vous verrez que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, de mémoire, c'est quand on traduit Lovecraft, il est important de savoir comment il écrit, mais encore plus important de savoir comment il n'écrit pas. Autrement dit, quand je traduis Lovecraft, il faut que je traduise non pas seulement ce que j'ai sous les yeux, mais que j'arrive à deviner ce qu'il a lui-même exclu, ce qu'il a décidé de ne pas écrire. Je dois ne pas traduire ce qu'il n'a pas écrit et traduire ce qu'il a écrit. C'est très compliqué parce que, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lovecraft, c'est pas au hasard, pas la roue des mots, pas mettre une couleur, je tourne, alors je sais que j'ai une couleur un peu chaude, allez hop, rouge, je sais pas quoi, pourpre. Non, s'il dit rouge, il dit pas pourpre. S'il dit pourpre, il dit pas rouge. C'est des choses comme ça, et je dois deviner ça. Alors ça demande un savoir qui dépasse tout le monde, je ne sais même pas s'il est possible de l'avoir, ce savoir. En tout cas, c'est une intention. Et ça m'est venu en rêve, c'est resté, et ça a guidé tout mon travail. Et donc, quand je dis tout mon travail, c'est de 2010 jusqu'à, même maintenant en fait, parce que je continue toujours à travailler sur lui. Et j'ai été dedans. C'est-à-dire que les contrées du rêve, je me souviens, on avait fait à l'époque, là il est parti, mais c'était 2 livres en fait. Il y avait d'une part la retraduction du livre des contrées du rêve, et puis cet ouvrage chez Nemo sous Robord, Kadak, le guide de la cité inconnue, qu'on avait fait notamment avec des dessins de Nicolas Fructus. Et je me souviens comme ça de débats avec Nicolas, qui avait illustré les livres, où il représente la montagne, et je dis à Nicolas, mais c'est pas ça, Nicolas, la montagne est beaucoup plus haute. Il dit, mais comment tu sais, c'est pas la montagne? Je dis, mais j'y suis allé, et je l'ai vu. Et ensuite, je rêve que je suis en haut de la montagne, je me penche comme ça, je vois la terre en bas, et je dis à Nicolas, j'y étais. Donc il faut représenter le truc différemment. Et Nicolas a changé son dessin, et tout a été comme ça. Et la fin de ce livre m'a profondément marqué. Je parle des contrées du rêve, donc on est en 2010 encore. Parce qu'il fallait rendre le livre, vous comprenez, parmi ceux d'entre vous qui ont suivi le financement participatif, vous savez que je ne travaille pas très vite. Et bon, d'une manière générale, je ne travaille pas vite, il faut le savoir, mais avec Lovecraft, je veux dire, d'abord, je ne crois pas qu'on puisse travailler vite avec Lovecraft, c'est impossible. Et je peux donner des chiffres s'il le faut, et qui sont partagés par d'autres traducteurs, on arrive aux mêmes conclusions. Les conclusions étant que pour traduire Lovecraft, il faut en gros 3 fois plus de temps que pour traduire un auteur anglais traditionnel. Et je vous le dis parce que j'en ai traduit pas mal d'autres. Donc je travaille comme je peux, et la date, là je ne peux pas être autant avec le financement participatif, bon j'étais en retard, et voilà, mais avec les premiers ouvrages, il fallait, bon c'était qu'un livre, mais il fallait que je livre ma copie le 15 octobre, parce que les 2 livres devaient sortir, je ne sais plus quoi, en novembre, en décembre, je ne sais plus trop, il fallait faire vite. Et cette jeune fille qui est là, qui a maintenant 11 ans, est née au même moment, et je me souviens qu'à la fin, le jour de sa naissance, 1er octobre 2010, je travaille pour rendre ma copie, et je travaille pendant 2 semaines, 20 à 22 heures par jour, tous les jours. 22, non, ça ne paraît pas possible, je l'ai fait. 20 à 22 heures par jour, tous les jours, pendant 2 semaines. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais totalement... Ça a été comme une drogue. Je veux dire, c'est le type, il se drogue en permanence. Il ne faut pas croire que c'était une souffrance. Non, mais j'étais dedans, j'étais l'émou. Je rends ma copie, je tombe malade. Je mets 3 mois à me remettre. Voilà. Mais ça me marque à un point, évidemment. Enfin, c'est difficile de sortir de ça totalement indemne. Bon, et puis ça se passe comme ça se passe bien. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion, bon, je rêve de ma préface, donc évidemment j'écris ma préface, parce que c'est aussi l'occasion de dire, j'ai fait un rêve prémonitoire, la phrase que j'ai rêvée en avril, à qui dans le livre vous avez vu, bah oui, c'est moi qui l'ai dit, mais quand même, j'ai fait un rêve prémonitoire. Et je me dis, je vais parler de ma traduction, je vais parler de la manière dont j'ai travaillé, et puis en même temps je me dis, ça va embêter tout le monde. De toute façon, les gens ils disent, les préfaces, donc au fond, je peux mettre un peu ce que je veux, les préfaces, ça se passe, c'est pas grave. Et vraiment, à ma grande surprise, j'avoue, hein, alors c'est des sujets quand même qui m'intéressent, mais à ma grande surprise, quand je faisais des signatures pour mes romans ou cette traduction, et les gens venaient me parler de la préface. Ils me disaient, tu sais, c'est vraiment intéressant, c'est dommage que ce soit pas plus long. Je dis, ah bon, mais vous l'avez lu? Ah oui, mais vraiment, je dis, c'est des questions de traduction. Ah oui, mais c'est intéressant, les mots que tu as choisis, pourquoi, comment, par rapport aux autres. Je dis, je ne m'attendais pas du tout à ça, je pensais que j'allais embêter tout le monde. Bah, évidemment, ceux qui sont venus me le dire ne sont pas venus. Enfin, généralement,
on vient rarement vous dire que votre truc est nul. Mais bon, là c'était plutôt positif. Et donc, avec l'éditeur, Frédéric Vell, on se dit, on va faire le 2, on va faire les montagnes hallucinées, etc. Tout ce qui est... Parce que j'avais déjà une thématique dans ma tête. C'est-à-dire que je savais très bien comment je voulais organiser les choses. Alors, évidemment, on peut se dire, et on n'aurait pas tort, que la meilleure édition possible, ce serait une édition chronologique. C'est-à-dire qu'on présente les livres par chronologie. Mais il y a aussi un côté thématique, et l'un n'empêche pas l'autre. Et je trouvais joli, si vous voulez, de renforcer l'aspect, par exemple, onirique et poétique des contrées en mettant les textes comme ça, les uns à côté des autres. C'est comme un écrin. C'était plus joli. Après, c'est des considérations un peu esthétiques et littéraires, on peut toujours les discuter, mais ce choix, je veux dire, il est arrivé en 2010. Et donc, je savais que le 2, c'était les montagnes, et qu'après, je ferais ce site de Providence. Mais quand je dis après, vous savez, après, c'est toujours après. Voilà. Et donc, je commence à relire, à préparer ma traduction. Je relis l'édition Lacassin, justement, les montagnes, notamment dans la version faite par Simone Lamblin, qui je rends hommage. Je pense que c'est vraiment l'héroïne oubliée des traductions de Lovecraft, et des traducteurs de Lovecraft, des traductrices. Et je trouve que Simone Lamblin a fait un très bon boulot. Vraiment. Il n'y a pas à dire. On se pose, quand on retraduit, on se pose toujours la question de oui, mais pourquoi retraduire, puisque ça existe déjà. Et je vois quand même par rapport à l'anglais, enfin à l'américain, parce que j'ai aussi des éditions américaines, je compare les deux, il me semble que je peux aller un peu plus loin, je peux offrir mieux, plus. Mais je dis à l'éditeur avec qui je travaille à l'époque, je dis, tu sais, oui, pour moi c'est 4-5%. Je peux gagner encore 4-5%. Et lui me dit, mais bon, 4-5%, est-ce que vraiment ça vaut la peine et tout ça Je dis, bon, chacun, enfin, on a tous notre réponse à la question. Je ne veux pas répondre pour toi, mais moi je me bats pour ces 4-5%. Je me bats pour ça. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais c'est mon projet. C'est pas des mots maintenant. Mais donc j'entreprends ce travail, j'y vais, alors j'aurais dû l'apporter, j'y ai pas pensé, zut. Mais je ne sais pas où il est d'ailleurs. Ah si, c'est en Pologne. Bon, mais bon, je relis en anglais les montagnes, j'ai encore mes trucs, c'est vraiment, quand je regarde aujourd'hui cette édition, je me dis, mais ce type est fou. Et je vois j'entoure les sonorités, j'essaie de rendre, pour essayer de les rendre, parce que ça n'est que ça, je veux dire, le premier but, je veux dire, l'objectif, c'est pas rendre, c'est essayer de rendre, prendre conscience du défi, déjà. Donc j'essaie d'en prendre conscience, je fais ce truc-là, évidemment, la trad que je dois faire en 3 mois, je ne vous le cache pas, je crois que je la fais en 1 an. Ça pose des problèmes financiers, et ça pose des problèmes, je ne sais pas comment les qualifier, psychologiques, familiaux, voilà, et parce que c'est lourd. Sans parler de l'aspect financier, l'atmosphère est lourde. Lovecraft, c'est un guéluron. Même s'il y a quelques nouvelles qui sont drôles. Non, mais attendez, je dis ça en même temps, il a un sens de l'humour particulièrement aiguisé. Et même dans des nouvelles un peu, je dirais, comme L'Appel de Cthulhu, comme dans Dunwich, comme dans Kadat aussi, tout ça, l'humour est présent. Hein. Et parfois un humour un peu potache. Hein. Et puis il y a aussi ces nouvelles humoristiques. Voilà. Et à un moment donné, justement, c'est très intéressant parce qu'il n'y a rien d'anodin ni d'anormal de se dire qu'un auteur qui va développer l'horreur, et ben, il connaît très bien aussi le contraire de l'horreur. Je veux dire, si vous voulez donner l'horreur, il faut connaître un peu ce qui n'est pas l'horreur. Il le connaît bien, il en connaît les codes. Enfin, cela dit, voilà, c'est pas joyeux, c'est pas du feel good, comme on dit. Et je suis là tout le temps, moi ça me marque, ça m'imprègne. Et ça, à la maison, ça se ressent. Donc, c'est vrai que la femme avec qui, mon ex-épouse me dit, si tu en fais un 3e, je divorce. Ben, moi, entre ma femme et Lovecraft, je vais peut-être vous surprendre, j'ai choisi ma femme. J'ai choisi ma femme, donc je ne fais pas de 3e. Mais bon, les années passent, le divorce arrive quand même, et donc je retourne à Lovecraft. Et donc on est en 2017, je replonge en Lovecraft, et quand je dis je replonge, c'est vraiment... je parlais de drogue avec les contrats du je ne me drogue pas, hein. Je vous dis tout de suite, je ne fume pas, je ne prends pas d'autres choses, je ne sais même pas trop ce que c'est. Mais je n'ai pas l'impression de me droguer, ou alors oui, mais je replonge dedans totalement. Et on fait... donc je reprends notamment un livre qui est pour moi mythique, hein, je veux dire, qui a une importance capitale dans ma vie, parce que j'y retrouve beaucoup d'échos à ma vie personnelle.
qui est Dexter Ward, l'affaire Charles Dexter Ward. Je me dis, il faut faire ce livre correctement. Enfin, je ne dis pas que les versions précédentes n'étaient pas bien, notamment, je pense que précisément, que ce soit Lamblin ou Arnaud Demecq chez Brajlon, ils ont fait un travail remarquable, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, l'idée c'était de tout retraduire, de tout unifier avec une même voix, donc j'y vais, je me lance. Et ce livre me marque un point évidemment. Je finis le premier jet, je crois que c'est le 30 ou 31 décembre 2017. Enfin, l'année se termine, mais moi je la finis avec Lovecraft. Et puis pour moi il y a un changement parce que le divorce. Là je vous parle un peu de ma vie privée, mais parce que tout est totalement mêlé. Tout bascule, vous comprenez. Je démissionne de mon travail en France, moi j'étais agent littéraire. Je démissionne d'autres choses, enfin, je m'occupe d'un festival de l'imaginaire en France, j'arrête, j'étais conseiller municipal, j'arrête, je donnais des cours que j'adorais à Sancier sur la littérature de l'imaginaire, j'arrête, je quitte la France, je crois. Il ne me reste que Lovecraft. Donc voilà. Et on décide avec Frédéric Vell, donc l'éditeur, de lancer ce financement participatif. Alors, pour quelles raisons? J'ai oublié. Ça devait être des raisons financières, j'imagine. Mais, et sans doute ça a joué, je veux dire, mais c'est aussi, enfin pour moi, je dis ça, je pense qu'à l'époque c'était des raisons financières, mais rétrospectivement, si vous voulez, le plus important c'est pas ça, parce que je savais qu'on irait de toute façon. Moi je n'avais que ça, je l'aurais fait. Je n'avais rien d'autre. Je dis que le plus important, la partie la plus importante pour moi, fondamentale, de financement participatif et qui a duré tout le temps et qui m'a soutenu tout le temps de ce travail, c'est les gens. C'est pas l'argent. Enfin, tant mieux, je veux dire, il y a de l'argent, super. Mais c'est pas ça. C'est les gens, c'est les échanges. Parce que on s'attendait au maximum à toucher, je sais pas, 1000 personnes au maximum. Voilà. En plus, moi venant de l'édition, alors plutôt, j'allais dire commercial chez Pocket, tout ça. Je veux dire, je connais quelques chiffres, je m'attendais pas, enfin personne s'attendait à ce que c'était 5200 souscripteurs. Pour nous, c'était inenvisageable, totalement inenvisageable. Mais bon, il y a ces personnes, et après c'est le, comment dire, c'est la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas justement faire le guitar non plus, prendre des sous, puis partir aux Bahamas. Voilà, donc c'était pas le but. En revanche, c'est vrai que ça a permis le financement de ce voyage à Providence qui pour moi était essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme l'œuvre justement à laquelle je m'attaque se passe en grande partie à Providence, notamment Dexter Ward, une bonne partie des nouvelles, tout ça, il faut voir la vie, il faut voir les manuscrits et tout ça, et puis je veux, comment dire, mettre mes pas dans les pas de Lovecraft, c'est-à-dire aussi marcher dans cette ville, comme lui l'a fait, le jour, la nuit, jusqu'à en avoir mal aux jambes, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, la ressentir physiquement. Et c'est là que j'ai vu aussi, d'ailleurs, je ne savais pas, je ne sais pas si vous savez, mais enfin bon, moi je ne savais pas, je l'ai vraiment vu et vécu à ce moment-là. C'est une ville en colline, hein. 4 collines, alors il faut marcher. Hein, mais bon, j'ai fait ça, j'ai vu les manuscrits, ça m'a beaucoup touché, je peux vous raconter une anecdote, par exemple. Je trouve que Lovecraft il souffre d'une mauvaise image, ou plutôt on ne retient de lui qu'une image, je ne dis pas qu'elle est totalement fausse, je ne sais sur le totalement, mais je ne dis pas qu'elle est totalement fausse, mais en tout cas elle est extrêmement réductrice, et surtout elle occulte d'autres choses qui paraissent beaucoup plus importantes et que lui-même n'a pas mis en avant, sans doute pour une question de pudeur. Parce que je crois que chez lui la pudeur elle est indispensable, et évidemment quelqu'un de pudique ne va pas vous dire mais voilà, mais je suis modeste, mais je suis, mes qualités sont celles-ci. Ben non, par définition, il ne les dit pas. C'est toujours cette même idée de traduire aussi ce qui n'est pas dit. On s'exprime aussi parce qu'on ne dit pas. Et je tombe donc sur une lettre aux archives de Lovecraft où il reçoit une lettre d'une église qui le remercie d'avoir accepté de diminuer ses tarifs de réviseur-correcteur pour ses travaux de correction. Et au dos de la lettre, parce que Lovecraft, il recyclait, si vous voulez, tous les papiers qu'il avait pour écrire toutes sortes de choses, il fait des calculs, il calcule le prix de certains médicaments qu'il doit s'acheter pour des maladies dont il souffre, et il se rend compte qu'en fait il n'a pas d'argent. Il ne va pas pouvoir s'acheter les médicaments. Et en même temps, il diminue, il accepte. Voilà. Et ça, c'est des trucs, enfin, je sais pas, c'est une autre dimension de l'homme, et c'est vrai que je tenais un peu à la rendre. Donc à ce moment-là, le temps pour moi, si vous voulez, ça a été de... Enfin, j'allais dire pas de précipitation. Pourquoi je dis pas de précipitation? Parce que c'est ce que dit Lovecraft dans ses conseils d'écriture. Pas de précipitation. On prend le temps. Donc je lis, et l'idée, et après vous pourrez me poser une question, mais l'idée, le projet au début, tel que je me l'étais fixé, c'est tout retraduire par ordre chronologique.
C'est-à-dire que tous les textes s'éclairent par ceux d'avant. Ça a tenu, et faire les V1 de tout, comme ça, par ordre chronologique, les V2 de tout, les V3 de tout. Alors, je dis V1, V2, V3, V4, V5, j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai été formé comme ça. Il y a deux grandes écoles, si j'ai bien compris, de traducteurs. Il y a ceux qui font ce qu'ils appellent un premier jet aux petits oignons, hyper calé, tout ça, puis après ils relisent simplement pour valider le truc. Moi, j'ai constaté, en ce qui me concerne, que je ne saisissais, si vous voulez, l'âme d'un texte, sa tonalité, son atmosphère, en gros, qu'à la fin du deuxième ou troisième jet. Je ne dis pas pour les autres, hein, mais enfin, moi, je ne saisis pas vraiment, et pourtant je pense être un bon lecteur, mais je n'arrive pas. Il me faut au moins une deuxième lecture, Eric, au moins, pour pouvoir rendre la chose, sinon je ne peux pas la rendre si je ne l'ai pas perçue. Et pour pouvoir l'apercevoir, il faut au moins ce deuxième. Donc généralement, le premier jet, comme je dis, je fais les courses, je mets les mots, il y a l'anglais, c'est très moche, si je meurs, tout le monde va se demander ce que j'ai fait, voilà. Deuxième jet, j'enlève l'anglais, c'est pas beau, c'est là, puis il y a d'autres propositions en français. Troisième jet, en gros, c'est lisible. Quatrième, c'est censé être vraiment chouette. Et le cinquième, je le fais maintenant avec Antidote, là. Je n'en fais pas de pub, hein. Enfin, quand même, c'est le logiciel de correction orthographique et grammaticale. C'est ma première lecture extérieure. Parce que je considère qu'à un moment donné, on est tellement dans le texte qu'on ne voit plus les choses. Là, le travail de l'éditeur, quand je dis l'éditeur, du directeur d'ouvrage, est fondamental. Hein. Il ne faut pas croire que ce travail se fait seul. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, on peut voir des gens ici qui ont bossé sur ces éditions, c'est jamais seul. Hein. Donc voilà, je fais ces 5G, et quand je dis que l'idée c'était de faire tout par ordre chronologique, c'est vrai qu'à un moment donné, bon d'abord pour vous, contributeurs, le travail est invisible, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses, parce qu'on ne dit pas un volume est fini, ou deux, ben non, parce qu'on fait tout en même temps. Et dès que je fais, comme j'ai décidé de traduire le tout par le tout, ou tout Lovecraft par tout Lovecraft, si je modifie, je me suis fait au fur et à mesure de ces 10 ans, là, 12 ans, un index des mots de Lovecraft, c'est-à-dire que si je décide à un moment donné de modifier la traduction d'un mot dans mon index, ça a des répercussions sur l'ensemble des nouvelles, donc sur plus de 70 textes. Donc il faut faire extrêmement attention à ces trucs. Ça a été compliqué. Mais je pense qu'on s'est fixé des objectifs auxquels, et des défis qu'on a relevés. Très très intéressant, merci. On peut pas, d'autres, je ne suis pas le premier traducteur de Lovecraft, hein, c'est quand je dis vraiment c'est un travail collectif et qu'il faut penser en termes générationnels. On traduit Lovecraft depuis 70 ans, et sans doute on n'aura jamais fini de le traduire et de le présenter, parce que toujours on peut affiner. L'idée avec cette traduction aussi, puis moi c'est pareil, je veux dire, j'aime cet auteur, je vis avec lui, pour lui, enfin pour lui, je sais pas, mais avec lui en tout cas, ça c'est sûr, mais je peux faire d'autres choses. J'espère. Ce que je veux dire par là, c'est que si je ne fais pas au mieux, je fais autre chose. Là, l'idée, c'était que, voilà, en se lançant dans ce projet, si c'est pas pour faire mieux que l'édition Lacassin, qui était la référence, ne le faisons pas. Et c'est pas grave. Hein. Je veux dire, personne ne va en mourir. Mais si on le fait, il faut que ce soit le pas d'après. Le pas d'après qui permettra à d'autres, ensuite, de faire encore le pas d'après, etc., etc. C'était ça. Donc là, on voit bien au niveau des recueils, on n'est pas, vous avez bien expliqué, dans un ordre chronologique. Au sein des recueils, oui. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de son style, au niveau de la traduction, vous avez senti que ça évoluait? Oui, en permanence. Alors Lovecraft est un auteur, à chaque fois, je vais vous dire un truc que je me suis dit en 2010, et que je peux même vous dire la date jusqu'en mai-juin 2021, donc pendant 11 ans, à chaque fois je me disais, bon, maintenant j'ai traduit alors 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 textes de Lovecraft, maintenant ça va être plus facile. Ça n'a jamais été plus facile. Alors vraiment, c'est que j'apprends rien. Mais ça n'a jamais été plus facile. Pourquoi? Je vais vous le dire, le style de Lovecraft évolue en permanence. C'est un auteur qui se développe, c'est un auteur qui a une attention à l'écriture, au style, à la chose littéraire, rarissime. C'est-à-dire qu'il y a une thématique, il y a des thèmes autour desquels il tourne, et ça depuis son adolescence, c'est très frappant. Enfin bon, il y a toujours, moi je m'étais fait, je vous dis, je parle de cet index des mots de Lovecraft, où donc j'ai fini par avoir 2500 mots, et je me disais, tiens, là j'aborde un nouveau texte, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux mots à mettre? Je me disais, peut-être pas. J'ai tout, en gros, sous-entendu, j'ai quand même mis la plupart des trucs. Mais non, à chaque fois, il y avait un nouveau truc, il fallait aller rechercher.
la référence, refouiller. Alors, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour des questions de mémoire. C'est-à-dire que quand on traduit tout partout, on essaye de manière un peu folle de tout connaître par cœur. Bon, je vous rassure, je ne connais même pas une nouvelle de Lovecraft par cœur. Mais j'avais un fichier avec tout dedans et je voulais traduire tout partout. Donc, avoir tout le temps en tête la totalité de l'œuvre pour traduire chaque facette en fonction de la totalité. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est intenable en fait. Mais cet outil-là m'a permis quand même de, justement, j'allais dire, soulager ma mémoire parce qu'on prend la mesure de ses capacités. Enfin, je veux dire, moi j'oublie, et je voyais toujours que j'oubliais, mais mon document de travail m'a permis justement de retrouver ces choses-là, c'était écrit, et d'avancer au mieux. Et c'était vraiment, pas comme une béquille, mais comme comment on dit, un bâton de marche, quoi, pour avancer. Quand on parle du style Lovecraft, il y a des gens qui vont utiliser des mots comme vieillot, archaïque. Il est vraiment comme ça son... Alors je dirais hermétique. Vieillot, archaïque, c'est pas faux, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a des anglicismes, mais il y a des termes, notamment, je donnais l'exemple de timide. Parce qu'à un moment donné, c'est intéressant. Alors timide, c'est dans La peur qui rôde. Bon, on a timide, machin. Okay. Je parle en anglais comme en français d'ailleurs. Oui, mais en français, timide, si vous voulez dire vous, timide en anglais, qu'est-ce que vous dites? Shy, merci. Donc en anglais, il y a timide. Pourquoi d'autres ont traduit timide par timide? C'est pas faux, mais il n'a pas écrit shy. Quand je dis, pour traduire Lovecraft, il faut regarder comment il écrit aussi, comment il écrit pas. Il écrit timide, pas shy. C'est pas comme s'il ignorait le mot shy, il le connaît. Donc s'il met pas shy, c'est que c'est pas timide, c'est autre chose en plus. Et au-delà de la question de l'anglais même, il y a la question de, comment dire, du contexte. C'est-à-dire que le gars, il va voir les montagnards, tout ça, pour aller, en gros, à la rencontre, à la recherche du monstre qui tue tout le monde. Timid as they were, ok, ils avaient beau être timides, ils sont quand même venus. Ouais, attends, les gars, ils sont timides, ils ne sont pas timides, c'est autre chose. Et je regarde dans le dictionnaire, je cherche et je vois, ok, alors, naissance rare, 18e, peureux. Les gars, c'est pas qu'ils sont timides, c'est, ok, ils ont peur, mais ils y vont quand même. C'est pas timide. C'est pas, je sais pas, j'ose pas. Non, c'est pas ça. Et c'est tout comme ça. C'est-à-dire qu'il faut jamais croire qu'on sait. Et là aussi, c'est épuisant parce qu'il y a de quoi devenir dingue. C'est-à-dire que on remet tout en question. Alors, je me souviens, je vais raconter une anecdote qui est hallucinante parce que ça passe. Oui, c'était dur. Vraiment, ça a été très très dur. 2, ça a été aussi génial que dur. C'est difficile de dire à quel point ça a été génial. Mais quand même, il y a eu des choses de l'ordre du miracle. Et la présence de Lovecraft, je l'ai senti, je parle de lui, pas seulement de son œuvre, mais je l'ai senti en permanence. Alors, bien, pas bien, parfois pas toujours sympa. Mais, oui, si vous voulez que je bosse. Donc, je suis allé bosser, mais je vais vous raconter une anecdote. Justement, parce que malgré tout, je suis comme tout le monde, je veux dire, j'essaie de. Je peux avoir des accès de paresse, voilà, pour dire le moins. Mais une anecdote que je trouve aussi assez géniale, on est en août 2010, je traduis donc Les Contrées du rêve, je suis dans à travers les portes de la Lune d'Argent, et je vois en anglais soigner. Et je me dis cool, enfin un mot que j'ai pas besoin de traduire, c'est le même en français. Ok? On est en août 2010, les fenêtres de mon bureau sont ouvertes. Je travaille à l'époque avec un gros dictionnaire, je ne sais plus lequel, qui est ouvert à côté de moi. Le vent souffle. Les pages du dictionnaire se tournent. Ça s'arrête sur la page où il y a marqué Swami, et je vois il faut traduire par Pandit. Je tremble de partout. Je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible ce truc-là. Les pages, le vent souffle, les pages se tournent, s'arrêtent sur le mot que je pensais, où je m'étais dit pour une fois je ne vais pas regarder. Ok, c'est bon, je regarde tout. Hein. Je re-regarde tout. Donc, et ça a été plein de trucs comme ça, des choses qui arrivent en rêve. Je vous parlais de la préface. Là, pareil, dans Dexter Ward, dont je vous parlais, donc Dexter Ward, je commence en 2017, et je me dis il faut prendre le temps, parce que si je vais trop vite, je vais me planter. Et je vais me planter parce que je ne vais pas réussir à voir ce qu'il faut voir. Et notamment, il faut bien comprendre que ce roman, parce que c'en est un, d'abord Lovecraft ne l'a pas envoyé aux éditeurs.
Donc il y a quelque chose de particulier pour lui. Il ne l'a pas écrit pour les autres, il l'a écrit pour lui. Et c'est pour ça que je dis que son style, on peut le qualifier, ok, vieillot, archaïque, tout ça, mais en fait c'est hermétique. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas nécessairement pour être lu. Ça peut paraître paradoxal pour un auteur. On peut en reparler, hein, il y a différentes raisons, on peut expliquer le truc, et d'ailleurs il est fondamental de garder ça en tête. J'allais dire qu'a priori, Lovecraft ne veut pas que vous le lisiez. Moi c'est bon, ça va. Mais vous, non. Non, mais voilà, après, vous verrez, si vous y allez, c'est... Mais je dirais que, évidemment, un auteur, par définition, il ne peut pas contrôler ses lecteurs. Non. Donc il a mis en place des systèmes permettant de faire que certains types de lecteurs n'accepteront pas son œuvre. Ou alors il y a des choses, comment dire, des fausses pistes, des trucs comme ça. Et Dexter Ward, il me semblait bien que l'œuvre, j'avais pas tout identifié, mais il me semblait bien que l'œuvre, il fallait prendre le temps. Et donc je m'étais dit, je commence en 2017, je laisse reposer, et j'y reviendrai quand j'aurai retraduit l'essai Épouvante et surnaturel en littérature, plus les conseils de Lovecraft en écriture. C'est-à-dire qu'une fois que je serai armé, que j'aurai ses propres outils à lui, je me permettrai de revenir à ce roman qui est si important. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Il m'a semblé... je peux vous raconter une anecdote sur Dexter Ward ou pas? Je la raconte dans le journal. Non, mais c'est un truc... non, parce que pareil, c'est un truc qui est assez marrant. Alors, il faut vraiment comprendre que il sait ce qu'il dit, lui. Nous, la difficulté, quand on traduit, c'est pas seulement traduire la langue, c'est aussi traduire l'esprit et l'intention de l'auteur. C'est compliqué. Et puis en plus, on peut se tromper. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux me faire une idée de son intention, ça ne veut pas forcément dire que j'ai absolument raison. Ou même si j'ai raison, encore faut-il réussir à bien le rendre. Mais bon, enfin, je m'emploie à le faire et à essayer d'identifier ses intentions et qui sont généreuses. Hein. Je veux dire, Lovecraft est un auteur éminemment généreux. Il peut être réservé, timide, hanté, enfin timide, c'est comme vous voulez. On peut l'entendre dans différents sens, mais quelqu'un de généreux, à sa manière. Je finis de traduire Dexter Ward, et il y a un mot, il y a une phrase qui me gêne. C'est voilà, elle me gêne parce que je ne la comprends pas, mais je ne la comprends pas plus que le personnage qui l'entend dans le roman. Et cette phrase en anglais, c'est must have it read for 3 months. En anglais, c'est pas compliqué, en français non plus. Must have it read, doit l'avoir rouge, for 3 months, pendant 3 mois, pour 3 mois. Je regarde mes prédécesseurs, ceux que j'appelle mes amis, enfin je ne connais pas forcément, mais quand même. Alors tous, alors Lamblin, Papy et Demecq, ils traduisent par, en gros comme moi, enfin ce que je viens de vous dire là, je pense qu'on dirait tous à peu près ça, hein, c'est pas compliqué, doit l'avoir rouge pour 3 mois. Le truc c'est que je comprends, mais de quoi il parle? J'interroge un ami, alors depuis 2010, j'ai un ami américain qui connaît bien ce type de littérature, et de temps en temps je lui envoie des listes de questions, mais là qu'est-ce que tu comprends, mais là qu'est-ce qu'il dit? Et je dis là je suis pas sûr, je me demande s'il n'y a pas un truc qui m'échappe, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte Lovecraft? Et il me dit non, ça doit être ça, ça doit être un truc d'alchimie, parce que c'est sur la résurrection de Curwen, un truc d'alchimie. Alors je me dis peut-être que, au fond, comme le personnage qui entend la phrase ne la comprend pas, peut-être que nous on n'est pas censé la comprendre non plus. Si c'est obscur en anglais, c'est obscur en français, ça va. Oui, ok, d'accord, mais moi je veux dire, le truc ne peut pas être obscur par défaut. Enfin, c'est-à-dire que si je veux que ce soit obscur, il faut que ce soit obscur par rapport à un truc que j'ai identifié. Vous voyez? Il ne faut pas que ce soit obscur. Pour moi, pour vous, oui. Mais pour moi, non. Et là, je sens bien, je ne suis pas au niveau. Bon, le truc reste. D'où l'importance du temps et d'où l'importance de tout faire. Je continue. J'ai fini Dexter Ward, mais le livre n'est pas parti ni en correction, ni en impression, ni chez vous. Il reste dans mes affaires et je continue de faire tout le reste. C'était compliqué de travailler toute cette masse, tout cet ensemble. Et je traduis un autre texte, que j'ai moins aimé d'ailleurs. Et paradoxalement, c'était encore plus difficile, mais parce que je sais pas, il m'agaçait un peu. C'était le feuilleton... Herbert West. Oui, Réanimateur. Franchement, bon, moi j'ai appris à l'aimer, hein, mais sur le coup, franchement, ça m'a un peu énervé. Et voilà, j'ai fait ça, puis après j'ai fait un autre truc. J'ai fini Dunwich, et j'avoue, l'abomination de Dunwich, ça a été une redécouverte totale. Et je finis Dunwich, je suis assez content de moi, je suis dans mon bain, je suis dans mon bain parce qu'en fait, c'était tellement dur que le soir, pour changer enfin passer à autre chose, ce qui ne marchait pas. Hein. Je prenais un bain, non mais c'est impossible d'en sortir, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de vacances, c'est-à-dire que vous aviez des trucs le vendredi, mais je me disais de toute façon si je pars, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ah je sais pas quoi. Vous allez dire, ouais, vous êtes gentil, vous êtes en vacances, mais enfin, vous avez quand même 1 an et demi de retard, c'est avant de revenir au boulot. Alors, bon, du coup, je partais pas. Et de toute façon,
je sais très bien que même si j'étais parti, puis je pense qu'on m'aurait accordé une semaine ou deux de vacances, oui, mais est-ce que moi j'aurais pris... C'était pas possible. Je ne pouvais pas être en vacances de ça. C'était là tout le temps. Donc autant bosser. Enfin, voilà. Donc je prenais mon bain. Mes vacances, c'était quoi? C'était tous les soirs mon bain. Mais le truc, c'est que dans le bain, je vais vous raconter. Donc je pense à Dunwich, machin, que je viens de traduire. Je dis, ah, c'était vraiment incroyable ce texte. Et puis alors ces vaches là, voilà, on suce le sang des vaches, c'est formidable. Je dis, tiens, c'est rigolo, il y a la même chose en Reanimator, les vaches là, on leur suce le sang et tout. Là, je bondis dans le bain, littéralement, must have it red. C'est la viande, c'est le sang, c'est la viande, red meat. Red meat, je dois la voir rouge, il me la faut rouge, il me la faut saignante. Et d'où, ensuite, si vous voulez, plusieurs pages après, plusieurs chapitres après, des épidémies de vampirisme dans le livre. C'est pas censé être compris sur le coup, on comprend après. Il lui faut rouge, la viande. C'est pas le fer qu'on met, machin. Alors, pour rendre la chose, peut-être que si j'avais été le retraducteur de ma traduction, peut-être que dans 10 ans, quelqu'un mettrait rouge, parce que voilà, maintenant on sait. Moi, il m'a semblé qu'il fallait traduire un cran au-dessus, donc j'ai mis saignante. Et tout à coup, moi, j'avais des frissons. Le texte, je l'ai redécouvert comme ça, je trouvais que c'était atroce. Il revient à la vie, et il va comme ça sucer la vie des morts, la vie des vivants. Mais tout le texte est comme ça. Je comprenais mieux pourquoi il m'avait marqué à ce point. Et c'était important donc de prendre le temps de traduire tout et d'avoir ces espèces de possibilités de révélation. Il y en a eu d'autres. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on peut critiquer, on peut discuter tel choix, de tel terme, on peut le faire, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé, je peux vous le dire, par exemple dans les choix subjectifs, peut-être discutables, enfin je vous les présente, comme il m'a semblé qu'on avait trop, et malheureusement peut-être occulté la part, comment dire, sensible de Lovecraft, je dis que c'est quelqu'un de généreux, c'est vrai qu'il m'est arrivé par moment de traduire ou de rendre middle par cœur, au cœur de, vous voyez, au lieu de dire le milieu, le centre, je mettais au cœur de, pour qu'il y ait le mot cœur, pour qu'on associe Lovecraft à une certaine forme de générosité, d'attention à l'autre et de pudeur. Hein. Voilà, ça c'est un choix de traducteur. Mais dans les choix, pas de traducteur que j'ai vus, grâce à ce travail, ou la manière dont il a été mené, c'est des répétitions de phrases. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup par il a une écriture poétique. C'est-à-dire que quand on traduit, il faut bien comprendre que... Alors moi, j'ai pas voulu faire les poèmes, mais il faut bien comprendre. J'ai fait les poèmes dans les nouvelles que j'ai eu à traduire, mais les cycles des films Guillaume, c'est pas moi qui m'en suis chargé. Il faut bien comprendre que les sonorités, tout ça, c'est très très important chez lui, et notamment donc les répétitions, les thématiques. Il y a un côté presque religieux, si vous voulez. Il parle de scansion, il parle de tout ce qu'on veut, et oui, c'est dans le texte même. Et donc parfois, c'est vrai que des nouvelles s'ouvrent par une phrase et se concluent plus ou moins par la même phrase, voire par la même, mais au sein même de certaines nouvelles, et je pense là à La couleur tombée du ciel ou à Charles Dexter Ward, c'est un roman, on a des phrases qui reviennent telles quelles. Ça, je l'ai vu. Et Dexter Ward, je peux vous dire, alors je l'ai vu d'ailleurs par hasard, je ne suis même pas sûr d'avoir du mérite, c'est-à-dire que c'était tellement dur Dexter Ward que j'avais ces 5 chapitres, et le roman pour moi c'était trop. C'est-à-dire que les 300 000 signes là en anglais, je ne me sentais pas de taille à les faire, donc j'ai fait un truc d'auteur ou de traducteur, je peux vous le donner, c'est que voilà, je n'ai pas 300 000 signes à traduire, j'ai à traduire en gros 5 fois 60 000 signes. Donc c'est 60 000 puis 60 000, j'avais réparti comme ça, puis au fur et à mesure que j'avance dans les jets, je regroupe les parties. C'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais retrouvé avec chapitre 1, 2, 3 d'un côté et chapitre 4, 5 de l'autre. À un moment donné, je fais tout simplement, vous savez, un copier-coller. Je viens de finir la partie 5 et je copie avec le bout de la fin de la partie 3. C'est les mêmes phrases. C'est les mêmes phrases. Je veux dire, dans la durée, je l'avais oublié. Mais c'est les mêmes phrases. Je me dis, tiens, parce que je me dis, c'est bizarre, j'ai fait une erreur, c'est le même truc, qu'est-ce que je copie-colle là? D'ailleurs, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Mais bon, je me dis, qu'est-ce que je copie-colle? C'est le même truc. Et je me dis, c'est bizarre, est-ce que j'ai traduit 2 fois la même chose? Et je regarde, en effet, avec quand même une certaine logique. Et oui, en anglais, c'est 2 fois la même chose. Et je regarde les autres traductions, ils ne l'ont pas vu. Donc ça, je l'ai. Mais pourquoi? Parce que tout le temps dedans. Et qu'à un moment donné, cette espèce d'hyper concentration, on voit des choses que sinon, à côté desquelles on passerait. Hein. Donc, en gros, pour réussir à traduire Lovecraft, il faut... il ne faut pas être seul. Oui. Il ne faut pas être seul. Non, mais quand je dis qu'il ne faut pas être seul, c'est qu'il ne faut pas être seul. Là, moi, ça m'a marqué.
quand j'y vais remarquer, c'est difficile de dire en bien ou en mal, c'est pas ça, mais c'est épuisant et physiquement et nerveusement, très épuisant, très fatigant, seul, c'est-à-dire sans le soutien d'amis, là, je pense à Christophe qui est ici, non, mais qui a travaillé sur l'index, sur d'autres choses, sur les articles, mais sans les soutiens d'amis, d'éditeurs et de la communauté, mais qui peut faire ça comme ça? Personne. Franchement, personne. De toute façon, c'est peut-être plus ou moins valable, je pense que c'est valable pour n'importe quel travail, ou n'importe qui, enfin seul, je ne vois pas trop ce qu'on fait, mais après c'est à des degrés divers, mais pour s'attaquer à Lovecraft, vu la difficulté technique, la difficulté thématique, la durée aussi, je veux dire, c'est plusieurs années, seul, mais qui fait ça? Personne. Je veux dire, quelqu'un écrirait un livre sur un traducteur fou qui partirait s'enfermer pour traduire tout Lovecraft dans sa cabane, je sais pas quoi, et au bout de 6 mois, il est à l'asile. Hein. C'est un bouquin de Stephen King. Voilà. Est-ce qu'au final, au milieu de tout ça, vous avez un texte que vous préférez à tous les autres? Je ne veux pas séparer. D'accord. Je ne veux pas séparer, et après chacun fait ce qu'il veut, et je ne veux pas, et je ne peux pas. C'est-à-dire que Lovecraft, d'abord je ne veux pas par respect, c'est ma conception de la littérature, et c'est aussi par respect pour lui, je ne suis pas sûr que lui-même est séparé. C'est-à-dire qu'il l'a fait parfois, peut-être pour certains textes, comme Animator, Prisonnier des Pharaons, quelques autres, et c'est vrai qu'il lui est arrivé de parler de textes qu'il aime beaucoup, comme La couleur tombée du ciel, mais je vois tellement son œuvre comme un tout, et sa vie, et je vois une telle cohérence là-dedans, et l'évolution aussi. Quand je parlais de l'évolution du style, pour moi, il y a une date qui est fondamentale chez lui, c'est avril 1926, quand il revient des États-Unis, enfin, pas n'importe quoi, quand il revient de New York. Mais quand même, lapsus intéressant. Hein. Lapsus intéressant, parce qu'il retourne à Providence, ouais, comme si ce n'était pas les États-Unis. Et aussi parce que moi, il faut que j'y retourne. Parce que quand je suis allé à Providence, je vous raconte ce truc, en fait, ça s'est mal passé. D'abord, je ne sais pas, donc, ça s'est mal passé parce que je n'avais pas tout retraduit. Je me sentais très mal vis-à-vis de cette œuvre et de cette ville, parce que je savais que je n'étais pas au niveau. C'est pas possible de voir ça, de traverser ces rues et de se dire je connais. Non, non, je connais pas. Je connais pas, je suis mal, je suis là en. C'est pas le syndrome de l'imposteur, même si peut-être, je sais pas quoi, mais je suis là vraiment en imposteur. Je suis l'imposteur qui fait croire que je ne connais pas, je ne suis pas au niveau, je me sens très mal, en plus je suis seul, il y a l'histoire du divorce, des machins comme ça. Évidemment, je parle un peu avec la France et tout ça, mais je suis pas là. Et je vois les maisons, et je rêve de lui, et je le vois, mais en plus, j'ai pas vraiment travaillé. J'étais dans les premiers jets, donc c'était des petites choses approximatives. Le premier jet, j'y vais, je m'autorise, si vous voulez, des facilités. Enfin, je veux dire, je prends les. Comme je dis, je fais mes courses, oui, mais il y a l'anglais, il y a du français. En gros, je me fais pas mal, quoi. Je me ménage, je fais mon premier jet. Le vrai jet difficile, c'est à partir du 2, c'est pas le 1. Le 1, il n'est pas censé être dur, il n'est même pas censé être bon. Il ne faut pas qu'il soit bon, parce que s'il est trop bon, après, comme ça, si c'est mauvais, vous devez reprendre. Mais Providence, donc ça s'est mal passé, je suis tombé malade, j'ai dû revenir en France, qui était un soulagement inouï. Et après, je suis reparti là-bas, et je m'étais toujours dit, je retournerai à Providence une fois tout le travail terminé, et je suis persuadé que que je verrai la ville différemment. Et c'est vrai que cette date d'avril 26 chez Lovecraft, elle est géniale. Il y a une sorte de mystère littéraire quand même chez lui, c'est-à-dire qu'il écrit en un an quasiment. Enfin, Christophe, tu confirmeras, tu me corrigeras s'il faut, mais c'est l'appel de Toulouse, le modèle de Hickman. Je le donne par ordre chronologique de mémoire, mais bon, août, l'appel de Toulouse, septembre, Hickman. Ensuite, il finit Épouvantation naturelle en littérature, l'essai. Puis c'est la catonyque de Cadat l'inconnu. Puis c'est l'affaire Charles Terroir. Puis c'est la couleur tombée du ciel. Puis c'est l'abomination de Dunwich en un an. Qu'est-ce qui se passe chez cet homme? Et je vous pose la question, je n'ai pas forcément la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que les textes d'avant sont bons, il n'y a pas de problème, ils sont bons. Mais je crois vraiment que Lovecraft devient Lovecraft là. Et qu'il faut prendre en compte la période new-yorkaise, ce qu'on peut appeler l'échec new-yorkais. Et que je crois que si Lovecraft n'avait pas vécu ça, on ne serait pas en train d'en parler ce soir. Alors après, il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a évidemment les montagnes, on a Innsmouth, on a dans l'abîme du temps. Mais cette année 26, puis bon, mettons 27, sur le plan littéraire, c'est fascinant. C'est un homme qui a été vraiment dans les livres. Il faut bien se rendre compte que là-dedans, par exemple, Cadat et Dexter Ward restent dans ces tiroirs. C'est pas pour nous.
c'est pour lui, il habite là-dedans, ça suffit, ça lui va. Il faut le comprendre quand on le traduit. Peut-être que je ne l'ai pas traduit pour vous, ni pour moi en fait, mais pour l'œuvre même. Et ça suffit. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Tout ça. Oui. Est-ce qu'il faut aller à Providence pour mieux comprendre? Tout dépend du degré d'exigence, mais ça me paraît... aujourd'hui, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire un travail sérieux sans y aller. Non, mais nous, en tant que lecteurs. Bah, si vous... Oui. Bah, est-ce qu'il faut? C'est pas... Demandez à votre femme. Mais oui, je crois que oui. Et puis c'est une autre dimension. C'est-à-dire que concrètement, ça m'a aidé sur ça m'a aidé sur pas mal de choses. Ça m'a aidé. Il y a plusieurs mots que j'ai traduits différemment. Je pense qu'il y a des mots que je n'aurais pas traduits de la même manière si je n'y étais pas allé. Par exemple, virevolter. Parce qu'à un moment donné, Dexter Ward revient comme ça à Providence. C'est pas qu'il traverse la ville à toute allure. C'est pas ça. C'est virevolter. Il y a un côté ivresse. Il faut le rendre. Et ça, je l'ai vu parce que j'y étais. Je veux dire, j'ai vu les rues comme ça et c'est le champagne, on tourne la tête, on est de la Providence, c'est l'amour. Hein. C'est pas le côté de la vitesse, sans la vitesse et Lovecraft, en gros, il y a un côté un peu incompatible. Hein. Non, il faut rendre ce côté ivresse, donc c'est virevolter, c'est pas traverser à toute allure, en taxi, c'est pas ça. Les rideaux, c'est con, mais les rideaux, là-bas, on ne les tire pas, on les baisse. Je sais que personne on va pas me taper dessus si je mets les tirer plutôt que baisser. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pull down, c'est ce qui est marqué en anglais, hein, c'est pull down. Donc il faut le rendre comme ça. L'autre chose, ce qui m'avait amusé, je l'avais mis dans le forum, c'était de Banco. Okay. C'est pas le mur de la banque, Banco. C'est vraiment, il faut bien comprendre que Providence étant une ville à gradin, en étage, c'est les... Oui, j'ai oublié le mot. En plus, j'ai ça dans mon pays de naissance, mais c'est les nivellements. Hein. Les terrasses, oui, j'ai oublié le mot. Mais c'est ça, c'est pas la banque, c'est pas ça. Vous voyez parler de fric, vraiment. Donc, c'est des détails comme ça, mais le fait d'y être allé, d'avoir vu ces trucs-là, d'avoir vu les maisons, d'avoir vu les maisons hantées, d'avoir vu les lieux. Alors, la maison de sa naissance, elle n'y est plus, mais enfin, il y a d'autres choses où il a vécu, tout ça. C'est très, très, très curieux. C'est-à-dire que le fantôme, c'est pas lui, c'est moi. Hein. Quand j'y suis allé, c'est sixième sens. Hein. Je veux dire, à la fin, le mort, c'est pas lui. Hein. Ça a été spécial. Hein. Une autre question. Oui. Bon, alors déjà, bravo. Et ensuite, alors moi j'ai découvert toute l'œuvre de Lovecraft à partir d'une chaîne YouTube Tindalos, je sais pas. Voilà. En fait, il lit tout en ordre chronologique. Il fait, donc ça peut être des vidéos qui font 6h30 pour cada date. Il lit en anglais, en français? En français. D'accord. Et à partir de textes de François Bon, tout ça. Et il dessine en même temps en fait. Et il dessine, il fait des illustrations dessus. Et donc moi, c'est vraiment passé par l'oral en fait, toute la découverte. Et c'est avec vous que je découvre la lecture, vraiment, donc une appréciation très différente. Et du coup, justement, dans cette préface que vous avez fait, vous dites les mots que vous avez changés, même des mots qui ont un peu cet aspect iconique des grands anciens ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que, à quel point c'est difficile quand on traduit une œuvre qui a des mots aussi forts, qui a vraiment les hideux, les choses qui sont... Oui, il faut le faire à minima. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas c'est pas intervierge. Et alors, si Lovecraft écrit pour lui, il a le droit, mais moi je ne traduis pas. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne traduis pas pour vous, je ne traduis même pas pour moi, je traduis pour lui. D'ailleurs, c'est peut-être pas totalement faux, je dirais 50%. Je traduis quand même pour vous. L'idée, c'est aussi de partager, d'abord de le lire moi et de partager cette lecture avec d'autres. Je pense que les appareils critiques, les préfaces, notes de bas de page, c'est pas là par hasard. Et quand on traduit Lovecraft, justement, on ne traduit pas les noms propres, par définition, même si François Bon l'a fait d'ailleurs, il en a changé certains. Mais on ne traduit pas les noms propres. Simplement, les noms propres chez Lovecraft ne sont pas là par hasard. Ils sont chargés d'histoire, d'évocation, d'atmosphère. Nous, si vous voulez, alors déjà pour un Américain du 21e, je pense que ça a perdu une bonne part de sa charge, atmosphérique, littéraire. Pour nous, Français, là, on ne sait pas. Donc je me suis permis, notamment dans Dexter Ward, parfois ailleurs, de dire, voilà, tel personnage, en fait, c'est pas un personnage inventé, c'est un personnage de fiction, c'est un personnage lié à l'histoire des États-Unis. Il y a des tas de personnes comme ça. Si vous voulez, en retraduisant tout, je me suis rendu compte de l'importance aussi des
la question des sorcières de Salem, qui court dans toute l'œuvre, plus ou moins, hein, de Lovecraft, mais avec des allusions, alors soit directes, soit indirectes. Enfin, j'ai voulu rendre ça avec les notes de bas de page. Là, je parle de problématiques de traduction. Mais justement, il faut toujours se dire que les gens qui vont lire cette œuvre, moi je ne suis pas là pour les dérouter, je suis là pour partager avec vous une œuvre et transmettre le truc. C'est pour ça que je ne me suis pas permis de retraduire, par exemple, les textes, les noms, pardon. Ma référence c'était l'édition bouquin, c'est la Cassin. C'est ceux aussi que j'ai lu beaucoup, et donc à partir du moment où un classique, comme Les Montagnes ou d'autres, avait un titre en lacassin, je les gardais. Il s'agit, on ne va pas multiplier les versions. Pour des textes moins connus, s'il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui aurait heurté Lovecraft, je me suis permis de revenir à un truc plus proche de Lovecraft, comme par exemple La Maison hantée. Mais il ne dit pas ça, Lovecraft. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Sean, c'est pas hanté. Oui, tout à fait. Ouais, Oui, et il le dit lui-même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pareil, moi, il faut me faire confiance. Alors, j'ai identifié, il y a deux, trois trucs que je veux corriger, tout ça, ok. Et je veux dire, dans l'ensemble, faites-moi. Enfin, moi, je fais confiance à Lovecraft. Faites-moi confiance. J'ai pas fait tourner non plus une roue avec oh, je mets tel mot, ça paraît chouette, ça paraît. Non, à chaque fois, dire, par exemple, sur comment traduire. J'ai choisi Photon, mais. Wizard Eyes, Eldritch. Comment traduire Eldritch? Si je vous dis que j'ai bossé 12 ans sur la traduction de ce mot, j'ai bossé 12 ans. Et je me souviens qu'il y avait un moment donné, ça m'a hanté, je ne vais pas réussir à retrouver le truc là, mais une nouvelle qui est vraiment très dure. L'un des textes les plus difficiles à traduire, c'est probablement. C'est une fiction et il parle aussi de littérature. C'est-à-dire que dès que Lovecraft se lance un peu dans la théorie ou dans la philosophie, vraiment il faut s'accrocher. Hein. Et c'est le. Évidemment, j'ai oublié le nom de la nouvelle, celle avec Carter, mais il n'est pas nommé. L'Indicible. Hein? L'Indicible. Merci infiniment. La toitille. Et oui, c'est pas que ça. Et donc là-dedans, il y avait quelques termes, mais comment vous dire? Je me posais des questions, je passais des week-ends hantés. J'ai passé, je crois, 3 jours à traduire un mot pour en fait retenir la version la plus simple. Enfin, ça du début, quoi. Mais après, je doutais, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce truc? Est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un autre machin? Alors, j'ai bossé. Vous voyez le CNRTL, le site du CNRTL? Une merveille. Alors, je regardais tous les synonymes, tous les trucs, je me faisais des catalogues entiers de synonymes. Mais je tremblais presque en me disant, je ne peux pas me permettre de taper à côté. Parce qu'en plus, je peux me tromper. Je sais qu'on ne voudra pas. Car je peux me tromper, mais il faut que je puisse dire. Oui, ok, j'ai fait ce choix-là pour telle et telle raison. Alors après, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de ce qu'on veut, mais tout est précis. Et cette précision, j'y tenais parce qu'elle est chez Lovecraft. C'est pas du piscopie, du tout. Donc je n'ai pas à l'être. Je veux dire, ou si je considère que je le fais, d'abord je le fais pas, mais surtout je fais autre chose. Personne ne m'a obligé à traduire. Donc moi je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant son retour à Providence. Il y a quelque chose de très marquant quand il retourne à Providence. Il écrit dans une lettre toutes les stations. Oui. Ah oui. Voilà. Cet enchaînement de stations. Les noms. Les noms qui même il écrit quoi. On les voit dans les montagnes. Il les hurle. Oui. C'est ce qui lui permet de garder la raison. Hein. Et c'est ce qui lui permet de garder la raison, exactement. Et on sent une euphorie, vraiment une euphorie. Au moment d'ivresse. Voilà. Oui. Et on retrouve exactement ça dans les montagnes, quand Danforth, pour rester sain d'esprit, se met à compter comme ça les différents noms des gares entre Providence et Boston. D'où le côté scansion, d'où le côté religieux, d'où le côté poétique et religieux. Et c'est ça qui est fantastique, en fait, c'est qu'il le liait, il liait finalement des épisodes de sa vie, sa renaissance, à finalement sa littérature. Oui. Et ma question, elle intervient un petit peu parce que vous avez parlé de votre vie personnelle et tout ça. Est-ce que l'effort magistral de traduction que vous avez fait, enfin c'est un travail qui est absolument exceptionnel, est-ce qu'il a évolué aussi avant Providence, pendant Providence, après Providence? Est-ce que par exemple le fait de marcher dans Benefit Street ou d'aller à Federal Hill si vous êtes allé, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est ça en fait? Mais je me suis rendu compte que j'étais pas au niveau. C'est ça surtout, c'est-à-dire que je pense que bon, j'avais traduit 2 volumes, mais c'est pas assez. Hein. Je suis pas au niveau, mais je le savais. Hein, je veux dire, et puis c'est initiatique finalement. Oui, il y a un côté initiatique aussi, mais je veux dire, je le savais. Et j'y suis allé aussi parce que j'ai considéré que pour faire un travail de cette ampleur, comme on voulait le mener,
ne pas aider la Providence, ne pas regarder les manuscrits, ne pas flairer l'atmosphère de la ville. Et il restait, l'idée au début c'était resté 3 mois, comme je vous dis, ensuite je tombais malade, j'ai dû repartir. Mais d'ailleurs il m'est arrivé quasiment le même truc au début qu'à la fin. C'est-à-dire dans les deux cas, en fait, physiquement ça s'est mal passé, pour moi je veux dire. Mais c'était ça, c'est quand je dis que je sentais sa présence, c'est ce que je raconte des trucs, je sais pas quoi, de toute façon peu importe ce qu'on en pense, mais je prenais ma douche, donc je ne bossais pas, par définition, je sentais sa présence derrière le rideau de la douche. Et il me reprochait, c'est absurde, je veux dire, mais, et me reprochant de ne pas bosser. J'étais là, je disais, mais je prends une douche. Je veux dire, et le regard, et je me promenais dans sa rue et je me sentais, je vous dis, comme un intrus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais à me promener chez lui, à oser porter les yeux sous sa maison et autres, alors qu'en fait, je suis pas au niveau. Se fondre comme ça dans la vie de Lovecraft, dans ces lieux, dans les lieux où il a vécu, dans les rues où il a marché, je crois que c'est Jerkin Street, une rue qui est quasiment à la verticale. Est-ce que c'est là que vous avez compris? Oui, enfin, l'escalier, le fait, si vous voulez, que par exemple, s'il décrit dans la maison, ce que je dis, la maison maudite, mais ces escaliers, ou cet escalier encaissé avec ces marches comme ça, je l'ai vu, je l'ai monté et descendu, je veux dire, je suis allé voir les maisons dont il parle pour les toucher du doigt, il fallait voir tout ça, la promenade qui donne sur les Commons et autres, le coucher de soleil, je l'ai fait, prendre le train, tout ça pour voir. Après, mesurer exactement, je vous ai donné quelques termes, virevolter comme ça, les rideaux qu'on pull down, les banques. Peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai moins identifiées. Moi, il m'a paru que c'était un passage, c'est incontournable. C'est incontournable. En tant que, en tant que lecteur, faites ce que vous voulez, mais juste, moi, en tant que traducteur, je ne peux pas faire mon travail sérieusement si je ne vais pas passer du temps là-bas. C'est tout. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est pas une lubie. Je pense que c'est n'importe quel. C'est assez rare quand même ce que vous avez fait, je trouve. Oui, mais il y a eu, oui, mais parce que c'est des questions de rencontre. Et c'est des questions de. Je sais, c'est une chance. C'est pour ça que le reste, moi je vous dis, financièrement, mentalement, physiquement, tout ça, c'est dur. C'est par là, quoi. Les échanges avec mais qui a vécu ça? Personne. De cette intensité, de cette durée, sur une œuvre pareille, qui en plus, à ce point importante pour moi, c'est un rêve d'enfant. Et en plus, là je vous parlais des miracles, des machins bizarres qui sont arrivés. Il se trouve, bon évidemment j'étais en retard, j'étais même en retard par rapport au retard. C'est-à-dire que, l'idée, je me dis à un moment donné, ok, je voyais bien, la fin approche, enfin la fin approche. On envoie les livres chez l'imprimeur et tout ça, et puis il faut faire le truc. Et il y a eu des moments où je n'arrivais même plus à penser. Donc je me dis, je vais faire mon journal, parce qu'on m'avait dit, ça faisait partie des choses, si j'y tenais aussi. Et en fait, le journal, je l'ai terminé, je sais pas, les secrets d'écriture, je ne sais pas s'il faut tout dire, je ne sais même pas si c'est glorieux, mais la manière dont je l'ai écrit, moi j'ai jamais écrit comme ça de ma vie à ce point, et parce que tout était fait. Je veux dire, le truc, je l'ai commencé, en fait, là je vous dis le journal, si je vous dis que je l'ai écrit en juillet 2021, mais c'est pas vrai, parce que le journal, je l'ai commencé en fait en mars 2018. Donc je travaille tout le temps, c'est comme les préfaces. Les préfaces, malheureusement, après la question du temps et des dates finales et définitives, parce qu'il faut envoyer les textes. Mais là, vous demandez à Christophe sur les articles et autres, je suis sûr qu'on aurait aimé avoir. Mais de toute façon, c'est pareil, les auteurs, vous leur donnez 3 mois, ils en prennent 6, vous leur en donnez 6, ils en prennent 12, etc. Donc, mais à un moment donné, bon, il faut rendre le truc, mais j'aurais aimé, là, je sais que Dexter Ward, ma préface, bon, elle n'est pas énorme, c'est je crois 15 000 signes. Je peux en écrire 150 000, et il y a des trucs que j'ai retrouvés dans mes notes, parce que tout était... Et malheureusement, si vous voulez, quand j'ai écrit ces préfaces-là, je les ai écrites, j'allais dire, de mémoire. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps de relire mes notes. Donc j'écrivais de mémoire, voilà, et ça venait comme ça venait, mais je sais qu'il y a des choses, par exemple Dexter Ward, ce que je voulais dire, on parle du rôle des femmes, etc., on pourrait résumer la chose comme étant l'histoire d'une femme, la mère de Dexter Ward, qui n'arrive pas à sauver son fils de la folie. Ouais. Et le rôle de la mère. On me dit toujours Lovecraft, qu'est-ce qu'on dit déjà, les hommes, c'est pas les femmes. C'est autobiographique. Hein. Oui, donc, totalement comme ça. Et ça, il faut l'accepter, c'est-à-dire que Lovecraft, il faut vraiment, on ne peut pas le... Enfin, et même beaucoup plus que Randolph Carter, finalement. Mais bien sûr. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que ce texte-là, qui a été publié en 1941, je crois, il a jamais, comme vous l'avez dit, il l'a jamais montré. Il l'a jamais montré. C'est pour lui, ça il faut le comprendre. Et c'est pour ça que je parle aussi de jeu d'enfant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je dis ceci n'est pas un livre, c'est un territoire, etc. Et c'est surtout valable pour, pas que, mais surtout pour Dexter Ward.
Ce qui m'avait beaucoup frappé, notamment dans Dexter World, enfin, si vous l'avez lu, je pense que les garçons, on a tous joué aux petits soldats quand on était gamin, les filles aux poupées, mais nous, aux petits soldats. Et Lovecraft a joué aux petits soldats, mais le côté, la mise en place des personnages, il décrit, alors toi tu vas là, coup de sifflet, tu attaques, machin, tout ça. Moi j'imaginais plaçant mes petits soldats sur le truc autrefois, et je pense qu'il fait la même chose quand il est auteur. Il n'y a pas besoin de l'envoyer à l'éditeur. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Le partager avec qui et pourquoi? Et comment? Et les gens vont dire quoi, de toute façon? Et ça ne sera pas reçu ou mal reçu? Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Et même peut-être que lui, par rapport à la littérature, je ne dis pas qu'il a raison, hein, mais il ne veut pas faire subir ça à ses livres non plus. Tiens, j'ai une dernière question après. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Le fait qu'il refuse de faire des tapuscrits. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas. Enfin, je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de sa part, finalement, parce qu'il se faisait à chaque fois jeter par les éditeurs, enfin, souvent, oui, ouais. Et, il a quand même publié. Il a quand même publié, bien sûr. Mais il ne faisait pas cet effort-là. Il voulait rester uniquement à l'écriture, au texte, à la plume. Il ne faisait pas l'effort du. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes. J'allais dire dans mon enquête là-dessus, peut-être pour des raisons aussi. Je n'ai peut-être pas envie d'aller au bout, mais à cause de ce que ça dirait sur moi. Mais si vous voulez prendre le risque de s'exposer, on peut le faire pour différentes raisons. On peut parer ça de tous les rubans qu'on veut. À un moment donné aussi, c'est ne pas vouloir voir ses défauts et ses limites. Hein. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle de pudeur, mais on peut parler aussi d'orgueil. Peut-être, moi, je crois c'est quelqu'un de très conscient de la littérature et aussi de sa littérature, de son talent. On n'écrit pas. J'ai toujours pensé que les grands auteurs, si vous regardez Tolkien, Bataille, Balzac, Proust, écrivent sur les genres qu'ils pratiquent. En théoricien, je veux dire. Hein. Lovecraft l'a fait. Il sait où il se situe. Mais c'est pas parce qu'on sait ce qu'on fait qu'on est reconnu. Pas du tout. En tout cas de son vivant. Et d'ailleurs, là, on peut parler de tout ce qu'on veut sur Lovecraft, et d'autres l'ont fait, Sprague de Camp, tout ça. Mais enfin bon, reprocher à Lovecraft de ne pas avoir du succès, ou de ne pas avoir géré, ou de pas avoir. Mais enfin, ça n'a aucun sens, parce que c'est pas Lovecraft. C'est juste pas Lovecraft. C'est un Lovecraft qui gère son œuvre, et c'est pas Lovecraft. Et il me paraît aujourd'hui évident que l'œuvre de cet homme, elle ne peut pas. C'est une question de temps. Je parle de temps, mais il faut 20 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour pouvoir juste comprendre ce que c'est, ce qu'il a fourni. Il n'y a pas d'équivalent. Enfin, donnez-moi un. Moi, j'en ai jamais. Ça fait 40 ans que j'en cherche. Hein, j'en ai pas trouvé. Des gens qui écrivent comme lui. Parce que c'est pas croire justement, comme on peut le penser. Enfin, on peut le penser. Je veux dire, vous ne ferez pas. Si vous croyez que pour faire du Lovecraft, il faut mettre Cthulhu, le Necronomicon, Abdalazred, indicible, innommable, machin, vous tombez dans le piège. C'est pas ça. Le Lovecraft, le vrai, il est dans ce qui n'est pas écrit. Hein, je dirais. Et le terrifiant chez lui, c'est dans ce qui n'est pas écrit, c'est dans ce qui n'est pas dit, parce que c'est qu'on n'arrive pas à le dire. Et ça, pour le rendre, je pense qu'il faut avoir une force d'âme et une vie que très peu ont. Parce que j'allais dire, c'est presque pas littéraire, c'est humain. Une dernière question. Si on a lu des anciennes versions, Paris, que j'ai lu, Présence du futur, 10-18, on va... 10-18, vous ne l'avez pas lu, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Enfin, si vous me parlez de non, c'est tombé dans les mains, hein. On n'est pas tout jeune. Hein. Non, mais je l'ai lu plusieurs fois aussi. Hein. Et je l'ai aimé d'ailleurs. Là, est-ce qu'on a lu de l'hérésie, ou une approche vulgarisante de genre? Je ne suis pas sûr de vouloir répondre à cette question. Parce que non, mais... Est-ce qu'on va mettre des traducteurs en péril? Non, c'est notre époque. C'est notre manière de travailler. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être... D'abord, je pense, ça me gêne parce que je suis traducteur comme eux. Ouais. Et je ne veux pas être... Enfin, comme eux. Non, ce que je veux dire, et je viens après eux. C'est plus facile pour moi. Redécouvrir des textes. Voilà. Oui, vous allez redécouvrir. C'est maintenant. Non, pardon. Oui, dans certains cas, non, vous n'allez pas à redécouvrir. Vous allez découvrir. Ouais. Parce que, autant je vous dis, les montagnes, vous hallucinez, j'ai retraduit, pas de problème. À l'époque, en tout cas, à travers les portes de la clé d'argent, je n'ai pas retraduit. Hein. C'est une première traduction, soyons clairs. Non, parce qu'il y avait des traductions de Jacques Papy aussi. Non, en l'occurrence, c'était Bernard Noël dans le recueil des Noms et Merveilles, et c'est bien pour ça que j'insiste, sans être méchant, je ne veux pas l'être, de dire qu'il ne s'agit pas dans mon cas d'une retraduction, mais d'une traduction. Heureusement qu'il y avait Drouillet.
Oui, c'est vrai. Entre autres, oui. Mais ce qu'il faut voir malgré tout ça, parce que et c'est pour ça que je parle de travail intergénérationnel, il faut vraiment le prendre en compte comme ça. Je crois qu'aucune des personnes, Christophe ne me démentira pas, je veux dire, même les critiques littéraires, on peut remettre en question des travaux d'ancêtres, si vous voulez, ils valent ce qu'ils valent, mais ils nous ont permis de faire les nôtres. C'est tout. Donc, limite, quoi. Enfin, je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. On peut discuter, hein, tout ça. Il y a des choses de Bernard Noël que j'ai gardées. Mais ça s'est fait petit à petit. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes connaissances de l'anglais, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes éditeurs, ce n'est pas le même respect pour ces livres de littérature, ce n'est pas la même manière de comprendre et d'appréhender Lovecraft. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on peut pas comparer comme ça les pommes et les oranges, quoi. Oui, ok, c'est des fruits. Eh ben, merci beaucoup, c'était passionnant. Ouais.